Merci beaucoup. C'est gênant. Merci à vous de venir au cinéma. Par les temps qui courent, c'est quasiment un acte héroïque. Je m'excuse entre guillemets de la trivialité de ce débat. Après, c'est un débat qui peut paraître un peu trivial après une fin un peu radicale. Si vous souhaitez que je m'explique par rapport à ça, je le ferai volontiers. Pas me justifier, mais expliquer le principe de ce projet en fait. Voilà, si vous avez des questions, des critiques, des remarques, voire des insultes, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre. Le projet, comme je vous le disais, c'était de faire une tragédie burlesque. Voilà. Alors quand on dit tragédie burlesque, c'est plus qu'une comédie dramatique, c'est mélanger en quelque sorte et sans prétention Molière et Racine, c'est deux genres a priori qui s'opposent. Et donc voilà, c'était l'ambition. Donc dès la première scène, avec Bouli Lanière, c'est Virginie, le ton est donné. Bouli amène une sorte de distanciation ironique par rapport à ce qui se passe, tout en ayant une gravité. Et cette fin-là amenait inexorablement à la fin 1, cette fin que vous avez vue. Et je ne vous cache pas que pendant le tournage, j'étais en empathie avec les personnages et cherchais à les sauver, donc j'ai donné une autre fin, mais qui fonctionnait beaucoup moins bien, qui était peut-être moins déceptive et moins romanesque, en tout cas c'est sûr. Et voilà, pendant l'écriture du scénario, il y avait une phrase de Ravel qui disait « Il n'y a pas de grandeur sans tristesse ». Voilà, alors je voulais que ces personnages-là soient grands. Et donc cette fin 1 s'est imposée de façon parfois un peu bizarre, mais c'était au montage, ça s'est fait comme ça. Le casting, Virginie n'était pas une évidence, ça ne peut pas être curieux de dire ça maintenant, mais elle faisait partie d'un petit groupe d'actrices qui me faisait très envie, professionnellement s'entend. Et donc gentiment, ces grandes dames se sont prêtées au jeu des essais, et c'est la meilleure façon en fait, de communiquer autour d'un personnage ou d'un projet, et à ce jeu, la caméra est très impartiale, il faisait vraiment ressortir Virginie de façon très forte par rapport à cette Sustrapet, un côté sexy, un côté populaire dans le bon sens du terme, et surtout un côté très, très émouvant. Mais ça, c'est beaucoup son incarnation, elle, c'est son interprétation. Il y a des larmes en elle, dont lâchement, je n'ai pas cherché à connaître la provenance, mais comme un sale voyeur, je me suis contenté de la filmer. Et puis, donc, il y a Nicolas Marié, qui fait Monsieur Blanc. Et, alors, si vous connaissez un petit peu mes films, il faisait déjà un avocat bègue en 9 mois. Et dès que les rôles sont improbables, Nicolas... Il n'avait qu'un seul défaut, il était tellement impliqué dans son bonhomme qu'il jouait souvent les yeux fermés. Donc il y a quelques murs, quelques portes qui sont percutées pour de vrai. Et il y a un plan où la caméra tourne autour de l'escalier. En fait, j'ai fait tourner l'escalier et la seule difficulté que j'ai eue, c'est Nicolas ratant les marches parce que les yeux fermés. Voilà. Donc je disais, tu peux aussi faire semblant, il n'y a pas de problème, ça ne se verra pas. Et voilà, donc j'avais besoin de cette dimension enfantine, drôle, burlesque et totalement enthousiaste de Nicolas pour faire ce rôle-là. Quant au fait de jouer, contrairement à Au revoir là-haut, c'était prévu. Le personnage étant un inhibé dépressif, c'est des personnages que je connais bien, de façon intime, donc la barrière n'était pas très dure à franchir. Toujours à propos de casting, il y a un monsieur très important qui est venu faire un petit clin d'œil dans le film. Les cinéphiles l'auront peut-être reconnu, c'est Terry Gilliam qui fait Le vendeur de fusils. Ce film est un dommage collatéral de Brésil. Et donc il est venu cautionner ce suicide d'année de son chef-d'œuvre. Il en a fait d'autres des grands films, mais ce Brésil-là, c'est un film vraiment qui m'a esbody quand j'étais jeune, j'avais 20 ans. Et voilà, donc il est venu cautionner, et le film est dédié à Terry Jones, metteur en scène des Monty Python, que j'avais également la chance de fréquenter et qui m'honorait de sa considération. Dernière petite chose que je peux vous dire sur le film, le making-of en quelque sorte, là je vous le donne, mais si vous n'avez rien vu, c'est qu'on vous a bien menti. La moitié du film est fausse en termes de décor. Toutes les nuits sont faites en studio, donc il n'y a pas de rond-point, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de parking. Il y a plein d'autres choses comme ça qui ont été faites en virtuel. Alors l'intention, c'est que techniquement, je peux le faire. Je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Cédric Fayol depuis 15 ans, et pour moi, il maîtrise parfaitement ces techniques. Et c'était mon intention parce que je voulais mettre l'énergie dans le jeu et non pas être encombré par un décor naturel qui souvent a plein de paramètres comme la météo, le bruit, voire même le trouver, ce décor qui sont embêtants. Donc la fin numéro 1, celle que je vous évoquais, celle qui marche bien, et celle que vous avez vue, c'est beaucoup parce qu'on travaillait en studio et l'émotion de Virginie était comble à ce moment-là, parce qu'on passait l'après-midi à se concentrer que sur cette scène, et donc la fin devenait crédible. Voilà, donc on s'est donné les conditions parce que je voulais que le film ait une incarnation émotionnelle beaucoup plus qu'une incarnation narrative qui est assez improbable, je vous l'accorde. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, j'aurais l'air moins bête. Je ne sais pas comment on dit, orléanaise. Pour provoquer un petit peu, pour voir ce que c'est la province. Mais vous comprenez ce que moi je dis ou compliquez un peu quand même Oui, j'ai compris, je ne suis pas sourd non plus. C'était une blague. Allez-y, vous avez une question? Non? Voilà, une fois, deux fois. Bon, on va rentrer à la capitale. Bonjour monsieur. Oui, vous avez parlé de l'actrice et vous, est-ce que vous avez éventuellement eu l'idée de choisir un acteur pour le rôle? Non, ce rôle-là c'était prévu, parce que comme j'ai expliqué, je connais bien ce genre d'état, d'émotion. Je fais référence à un personnage qui était moi il y a longtemps.
Donc voilà, c'était prévu. Le fait de jouer dans un film est fatigant, indiscutablement, mais il y a une complicité qui se crée avec les acteurs qui est très forte. Et j'ai beaucoup obtenu des émotions de Virginie, parce que j'étais vraiment en son contact. Pareil que pour Nicolas, j'étais client de sa folie, j'étais touché par l'émotion de Virginie, et ça crée une complicité émotionnelle très forte. J'obtiens plus des acteurs en jouant avec eux, parce que je suis autre chose que quelqu'un de didactique derrière un écran en train de dire faire ci, faire ça. C'est pas facile de jouer, c'est pas facile de se laisser aller ses émotions. Et moi aussi, quand j'essaye, des fois je rate, je bredouille, je transpire, je bafouille. Ça me rapproche beaucoup d'eux. Il y a une complicité comme ça de prolétaire de l'émotion qui fait qu'on se rapproche beaucoup les uns avec les autres. Et j'obtiens beaucoup. Virginie, c'était vraiment troublant de voir que dès que l'écoute était maximale pendant les prises, ce qu'elle pouvait obtenir en termes d'émotion, il y a des scènes, même elle était toute seule à l'écran, je voyais des larmes couler quand elle prend l'ordinateur et qu'elle parle à son gamin. Il n'y a pas d'indication particulière, c'est elle qui rentre complètement dans cette situation. Il y a un lâcher-prise qui s'opère, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. On fait beaucoup de répétitions en amont pour vraiment se parler justement en amont. Et puis voilà, et puis le truc vient. C'est pas une science exacte, c'est pour ça que j'expliquais qu'on tourne beaucoup en studio pour obtenir ces petits miracles des acteurs. Voilà. Et le fait de jouer me rapproche de ce petit miracle. Et puis je ne vous cache pas que quand c'est raté, je refais. Il y a la scène où M. Kurtzman, encore un nom qui vient de Brésil, M. Kurtzman, c'est Philippe Huchon qui me licencie. Et les chants qui ont été faits sur Philippe ont été faits le jour prévu. Les contre-chants, sûrement, ont été faits 15 jours après, parce qu'au Rush, ça ne fonctionnait pas du tout, j'étais pas là. Donc plein de choses ont été faites comme ça, je refais plus tard quand c'est raté. C'est comme une façon confortable de se dire, quand c'est bien produit, c'est produit de façon à refaire ce qui est raté. Voilà, donc en termes de jeu, le fait de jouer quand j'ai raté parce que je ne suis pas présent, je refais des fois plus tard et ça ne se voit pas. Enfin, à moins que quelqu'un dise, le raccord n'est pas juste. C'est possible des fois. Voilà. Bon, c'était la question d'Orléans, très bien. Tu l'as noté, allez-y madame. Bonsoir. C'est Pierre Quintal, c'est une névrose. Je ne sais pas pourquoi, voilà, il faudra peut-être en parler à un psy, mais je ne me suis jamais risqué. Les déviances d'adultes qui sont les miennes, probablement viennent de l'enfance, et encore j'ai une enfance super, j'ai été né, élevé, éduqué. Pour vous dire, mon père, quand il a vu Bernie, il a dit « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» C'est pour vous dire. Je ne sais pas d'où ça vient, je vous dis, je pense que nos fragilités d'adultes viennent de là, et même quand on a été élevé avec amour, malgré tout, on est élevé par des gens qui sont arrivés 30 ans plus tôt sur Terre, et qui forcément nous éduquent en fonction des calibres qu'ils ont reçus. Donc mes parents étaient enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, donc l'éducation était un peu plus rustique. Donc j'ai bénéficié de cette éducation, mais il y avait forcément des pans entiers de carence affective. Encore une fois, je veux bien qu'ils faisaient des efforts, mais ce n'est pas forcément ce que j'attendais, et j'élève probablement mal mes enfants, tout en les aimant du mieux que je peux. Voilà, donc c'est quand je commence à écrire une histoire, ces thèmes-là m'intéressent beaucoup. Et Bernie, c'était exactement la même histoire. Ce qui est drôle, c'est que Philippe Huchon, qui fait M. Kurtzman, me dit il y a quelques semaines, tu te rends compte qu'en fait, la fin de Bernie, c'est exactement la même que dans Radio Lico. Je fais la même chose. C'est exactement, si vous connaissez Bernie, c'est lui qui vient à la fin, face à un forcené, entre guillemets. Ça se termine plus mal dans Bernie, parce que tu m'étais plus agressif. Et voilà, donc je me répète beaucoup. Je l'assume. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ces bras cassés, ces gens perdus, véhiculent quelque chose que je pourrais résumer, la difficulté de s'aimer dans un monde répressif et anxiogène. Alors voilà, c'est peut-être votre cas ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis vraiment sensible à ces émotions. Et donc, je stabilose sans arrêt. Et là, je suis sur un nouveau projet et j'arrive à faire avancer le personnage parce que là aussi, je le relie à l'enfance. Voilà. Bon, je vous ai déjà dit que la prochaine fois, c'est pas la peine de venir, ça sera pareil. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il y aura des survivants dans 3 ans. Donc, on sera 2 dans la salle. Oui, jeune homme. C'est mon petit frère, hein, je précise. Hein, merci encore, ça m'a vraiment touché. Et deuxièmement, même si je pense que c'est une question qui se pose un peu trop tôt pour l'instant, est-ce qu'il y aura un thème en particulier que vous aimeriez aborder dans un prochain film? Je vous expliquais, alors le prochain sujet, je voudrais faire un décorum sur le pouvoir. Voilà. Une fable, je ne sais pas comment appeler ça, un conte, une fable, même si, mais c'est très inspiré de la réalité. Par exemple, mon prochain héros est un diplômé brillant, quadragénaire, qui est sur le point d'être élu président de la République. Vous voyez, donc, quelle originalité, hein, vraiment. Où est-ce que je vais chercher tout ça? Et dans mon histoire, qui est une dystopie, par contre, et un conte, quasiment une fable, lui, par contre, il veut vraiment changer les choses. Et pourquoi, là, je le relie à la fameuse névrose que j'évoquais précédemment, c'est que lui, il a découvert qu'il était le fils de la bonne, et que ses parents n'étaient que ses parents adoptifs, qui quelque part l'ont formaté, c'est un gosse brillant, pour, et un jour, le pouvoir passe pas loin. Il dit d'accord, je le prends, mais il ne dit pas ce qu'il va faire. Mais les oligarques, en quelque sorte, qui le mettent en place, le savent et cherchent à le tuer. Voilà, alors je m'inspire beaucoup de choses qui ont déjà existé. Je vous recommande un documentaire sur Robert Kennedy sur Netflix,
Netflix, c'est pas recommandable. J'ai appris il y a pas longtemps que c'est 13% de la bande internet mondiale. Donc c'est pas super d'aller sur Netflix, ça pollue énormément. Bref, je referme cette parenthèse. Le documentaire sur Robert Kennedy est passionnant. Voilà quelqu'un qui démarre presque réactionnaire. Il travaille avec McCarthy en 58. Il est un homme brillant. Son frère donc est élu puis est assassiné. Il fait un parcours incroyable. Et en 68, lui veut vraiment changer les choses. Et on voit sa campagne électorale. Il est soutenu par une partie de la population américaine qui est vraiment dans le délabrement, qui est vraiment dans la souffrance, notamment les blacks américains, et il le tue. Voilà. Et c'est très troublant parce que Romain Gary, grand écrivain français, le rencontre quelques semaines avant l'assassinat. Il dit mais vous vous rendez compte qu'ils vont vous tuer? C'est la vraie force conservatrice et dominante de l'Amérique, et également des sociétés occidentales. Et Kennedy lui dit je le sais. Et il y va, et il y a un truc de volontarisme, de résignation, de tristesse. C'est en fait un héros magnifique. Je vous recommande sur YouTube de regarder l'annonce qu'il fait. C'est pas à Philadelphie, c'est à Indianapolis, dans un ghetto black. Il leur annonce, il y a 10 000 personnes en campagne électorale qui ne le savent pas. Il leur annonce que Martin Luther King a été assassiné. Et regardez les mots que ce personnage trouve pour calmer la foule, pour calmer la colère. Il leur cite de mémoire un poème d'Eschyle qui est censé résumer ça. Il leur dit des Blancs ont tué votre ami qui était un Noir, mais des Blancs aussi ont tué mon frère. Enfin, vous voyez, ce truc-là, c'est profondément émouvant, et ça témoigne de la puissance d'une parole quand elle est intelligente et éveillée, ce qui était le cas de ce personnage. Donc, en m'inspirant de ça, j'aimerais faire une dystopie dans laquelle j'espère retrouver des trucs burlesques et drôles, et même un peu inquiétants. Voilà. Mais c'est pour vous dire comment je fonctionne par rapport à ça. J'en suis qu'aux prémices. Encore une fois, si dans 3 ans il y a des survivants, promis, je vous montre. Voilà. Pourquoi Adieu les cons? C'est un titre qui est plus provoquant que le film, je vous l'accorde, mais c'est un gimmick dans le... J'avais cherché d'autres sujets, il y avait Je meurs dans l'excès de permanence, je sonne beaucoup Virginie quand elle dit ça, il y avait La Grande Fin qui était un titre basique, et en fait, au tout début, j'ai gardé ça comme un titre provisoire, et c'est quelque chose qu'il dit, au début de façon naïve et assez pathétique, et à la fin d'une façon quasi philosophique. C'est tout le parcours du bonhomme en 48 heures, donc ce titre, encore une fois, qui est un peu provoque. Alors, l'affiche de Laurent Lufroy, qui est un affichiste de légende dans notre profession, il a fait toutes les affiches d'Amélie Poulain à Nikita, au Grand Bleu, etc. C'est un mec que j'aime beaucoup. Donc voilà, quand il fait l'affiche, il me dit cette réflexion. Il dit, tu te rends compte que ton titre est plus provocant. C'est pour ça qu'il a fait une affiche assez bénigne. Et on a ces deux figurines façon amoureux de Penay qui s'évadent. Donc l'affiche est assez plus proche du film, mais le titre effectivement est un petit peu provoque. Et si on regarde bien, il a rajouté le pistolet, il a rajouté le fusil, il a même rajouté un masque. Voilà. C'est de la triche, ça n'existait pas. Mais il l'a mis là-bas, oui. Voilà. Donc il parle du monde de dingue qui environne ces gens-là, et puis il reprend un peu la main sur le titre qui est un peu provoque. Mais avant de finaliser le film, en général, je le montre dans les projets clandestines, je montre le montage en cours, et j'ai posé cette question aux gens. Il y a une majorité écrasante, les gens n'étaient pas choqués par le titre. Mais c'est un titre qui peut être dissuasif, c'est un titre qui peut faire peur, c'est un titre qui peut faire croire qu'il va y avoir je ne sais quelle provocation, on peut même être déçu, soit ne pas y aller parce qu'on dit que c'est un film provoque, soit y aller et être déçu parce que c'est pas un film provoque. Voilà. Donc c'est le risque qu'on prend, mais j'aime bien ce titre. Voilà. Bon. Oui. En combien de temps le film a été tourné? Alors le tournage était rapide, 2 mois, la préparation entre 3 et 6 mois on va dire, et l'écriture chez moi c'est très laborieux. Encore une fois j'ai écrit les mêmes histoires mais c'est assez redondant, il me faut 18 mois. Donc globalement depuis la fin d'En voir là-haut c'est 3 ans pour vous amener le film. C'est un score qu'on pourrait faire mieux, quelqu'un de plus doué, je pense à Woody Allen, il fait 3 films pendant ce temps-là. Et voilà, bon, il ne peut pas Woody Allen qui veut, et je suis encore une fois très laborieux à l'écriture. Le thème que j'évoquais à l'instant va me prendre au moins 18 mois pour avoir quelque chose de lisible mais pas forcément tournable. Et une fois que vous avez à peu près confiance dans le scénario, c'est plus rigolo, c'est les répétitions avec les acteurs, c'est le découpage, c'est les storyboards, c'est le travail sur la lumière, etc. Ça devient un peu, comment dire, c'est comme de passer d'architecte à chef de chantier. Et chef de chantier, on réfléchit moins, mais on travaille plus. Voilà, donc il faut compter, moi je fais à peu près ces délais, 3 ans. Voilà. Et il a été tourné il y a combien de temps? Il a été tourné, fini de tourner il y a 1 an, fin mi-août 2019. Et vous n'imaginez pas une seule seconde que je verrais les gens masqués à l'arrivée. Et le film était étrangement prémonitoire. Et quand le Covid est arrivé, je me suis dit, c'est bien comme film, les gens vont sortir pour la première fois depuis longtemps, ils vont aller au cinéma, et qu'est-ce qu'ils vont voir? Un poumon, du sang, quelqu'un qui tousse, super. Ça a changé les idées, ça c'est sûr, on a réussi notre coup. Et le film était étrangement prémonitoire. Moi, ça fait 30 ans que j'entends parler de réchauffement climatique, d'épidémie. Moi, à mon âge, je ne suis pas vraiment surpris. Je suis surpris qu'on soit surpris, et donc j'avais le sentiment avec ce film d'enfoncer des portes ouvertes. Et là, les portes, elles se sont fermées violemment, parce que je ne sais même pas si dans un mois, les gens pourront voir le film. Donc voilà, profitez-en, vous êtes peut-être les derniers. Voilà. Moi, je ne rigole pas, on se pose vraiment des questions. Voilà. Ici. Pardon? Oui. Bonsoir, monsieur Dupontel. Bonsoir. Depuis qu'on sait que vous venez en Orléans avec mon ami, on aime beaucoup ce que vous faites. Merci, ça marche. On se demande ce qu'on va pouvoir vous demander. Et maintenant que j'ai vu le film, je voudrais juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait et pour ce film qui est dans la lignée. Merci beaucoup, monsieur. C'est mon deuxième frère qui est dans la salle. Merci.
Monsieur, parlez fort, j'ai répété la question. Alors, comme on dit, j'ai les 203. J'aimerais aussi vous remercier. Bon, super. Parce que, Toute ma famille est là, je précise. parce qu'en fait, je trouve que le cinéma français ne se propose pas ce que vous proposez aujourd'hui, que ce soit avec Corporao, c'est point de vue que j'ai mais Atelier Pont m'a conquis, véritablement, et je crois que l'occasion que j'ai eue cette année au cinéma. C'est de la triche, hein, pratiquement pas. Il y a eu 3 cette année, donc c'est le 4e, quoi. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est gentil, voilà. Encore une fois, je suis très aidé par mes techniciens, la production et les acteurs. Je relativise ma performance personnelle. Voilà. Mais merci infiniment. Je transmets à chaque fois l'enthousiasme des gens à l'équipe qui est ravie, qui s'apprête à lui-même à voir le film, ils n'ont pas au projet. Donc, voilà. Bon, bah, super. Merci à vous. Merci encore une fois. Là-bas, monsieur, allez-y. Oui. Oui. Alors, les acteurs, ils ne me disent pas que je me trompe. Par contre, ce qui est vraiment très troublant, quand on commence à faire des répétitions, et même dès les essais, les acteurs, c'est de très bons acteurs, Virginie, Nicolas et tout, et des fois, ils n'y arrivent pas. Et avec beaucoup d'humilité, ils cherchent à recommencer, et quand ils n'y arrivent pas, souvent, je sais que c'est moi qui me suis trompé dans le texte ou dans la direction d'acteur. Donc les répétitions sont là. Avec Virginie, on a répété pendant 2 mois, entre 4 et 6 heures par semaine, c'était pas délirant, mais on a un petit caméscope. Et là, c'est le moment de parler, c'est là de poser des questions, c'est là de contredire, c'est là de proposer autre chose, à moi d'ajuster le tir par rapport à eux. Et c'est vrai que Virginie, je me rappelle la scène du rond-point, qui n'était pas écrite comme ça. Dès les essais, il y avait des mots qui sonnaient pas bien. Et je l'ai vu recommencer et tout, être éblouissante dans d'autres moments, notamment quand elle parle à son gamin. Dès les répétitions, j'ai vu que c'était bien, on a arrêté de répéter, parce qu'elle avait l'émotion tout de suite. Le rond-point marchait moins bien, mais c'était moi qui m'étais trompé, c'était pas elle. Donc j'ai refait le texte. C'est l'intérêt des répétitions, c'est de voir quelle est la note qui va être donnée, et des fois les notes elles sont fausses, mais on ne s'en suis pas rendu compte à l'écriture. Et les répétitions permettent d'éviter les arrêts de tournage, puisque un tournage ça coûte cher, il faut aller relativement vite. Voilà, donc je vous dis, c'est souvent les acteurs me disent gentiment mes erreurs sans vraiment le pointer du doigt. Voilà. Oui, madame. Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Souvent on me dit d'où tu trouves ces idées pour décrire le monde fou. Et quand je vois 300 personnes masquées, encore une fois, j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. La réalité, Simenon disait que les histoires fourmis, Balzac aussi, partout pour qui sait regarder et écouter. J'ai pas la qualité d'écoute et de regard de ces gens-là, mais j'écoute, je regarde. Je connais moi plusieurs personnes qui souffrent de maladies environnementales, un agriculteur, cancer du pancréas, un ébéniste, cancer du sinus. Et puis je savais aussi que les sprays pouvaient générer chez certaines personnes des maladies auto-immunes, comme évoqué. Je connais des personnages inhibés, moi je l'étais en partie, mais je connais quelqu'un qui est un vrai vieux geek et à qui j'ai jamais dit je t'aime à une femme et qui m'en a parlé il y a quelques années, ça m'avait beaucoup marqué. Donc ces gens-là existent. Après qu'ils se rencontrent tous, c'est improbable. C'est là où je sollicite la licence poétique et je travaille pour vous faire rentrer dans cette improbabilité. Mais donc ils existent ces gens-là. Donc des fois c'est des choses que je connais de lui dire ou de lecture, des fois c'est des gens que je rencontre personnellement. Et là, dans le prochain film dont je vous ai parlé, oui, je regarde Robert Kennedy, il faut que tu t'inspires de la sincérité de ce personnage pour créer un personnage qui, pour l'instant, est purement fictif. Et j'espère que vous y croirez dans 3 ans. Voilà. C'est formidable, c'est vraiment comment vous arrivez à la fois avec humour et à la fois avec gravité à passer la profondeur de l'écriture. Alors, mais ça, il y a un classique au cinéma pour moi, c'est Chaplin. Jeunes gens, si vous ne connaissez pas Chaplin, vous ne pouvez pas aller au cinéma sans voir Chaplin. À peine le cinéma a été inventé, qu'il y avait déjà un génie qui était arrivé. Et Chaplin atteint des sommets dans Le Kid, son premier film un peu émotionnel. Tout le monde disait, mais reste avec tes poursuites gendarmes et voleurs. Il y a une scène absolument bouleversante quand la DAS arrive et récupère l'enfant. Et de toutes les œuvres de Chaplin, c'est certainement le film qui marche le plus, parce que c'est très bien l'ambition de Chaplin dans ce projet, et c'est très bien qu'il se risque justement à l'émotion. Et donc voilà, lui, il a fait des performances inouïes. C'est le seul en plus qui a osé se moquer d'Hitler à une époque où personne n'osait s'en moquer, en 1939. Voilà, donc il y a des prestigieux précédents, et ces gens-là étant mes référents, je m'en inspire très largement sans prétendre les copier. Voilà. Je nomme. Quel serait le titre de votre prochain film? Le titre, pour l'instant, c'est Second Tour. Il n'y a pas d'au revoir, il n'y a pas d'adieu. Pour une fois, c'est un titre assez basique. J'en sais rien, je ne sais pas encore ce que va être le film. Je parle de quelque chose qui est une chimère, et après, en fonction du titre, tout d'un coup, je dirais, c'est peut-être pas ça le titre, peut-être une réplique va arriver, j'en sais rien. L'écriture, c'est un lâcher intime qui est assez compliqué à obtenir, et plus je travaille, et plus je fais des efforts, moins j'y arrive. Donc c'est assez compliqué. Je ne sais pas encore quel va être le titre. Et j'ai vu
aussi qu'il y avait un film sur Nicolas Sarkozy qui est en préparation. Qu'en pensez-vous? Je ne savais pas qu'il y avait un film sur Nicolas Sarkozy. Instinctivement, moins on parle de ces gens, plus ça m'intéresse. Mais c'est pas un discours politique. Et que c'est des gens différents qui devaient le faire. Ah d'accord, je serai certainement tôt ou tard informé. Voilà. J'ai pas été contacté pour faire le rôle, ça c'est sûr. Je risque de pas être trop sincère. Voilà. Monsieur. Alors pourquoi j'ai fait Au revoir là-haut Au revoir là-haut avait dans cette histoire une histoire père-fils qui était très intéressante. Édouard Péricourt est en colère contre son père, il est en colère contre ce que représente son père, un capital oligarchique, cupide, David égoïste, et lui est un dessinateur, un artiste, il ne peut pas rentrer là-dedans. C'était ça qui m'intéressait fondamentalement. Et quand j'ai rencontré Pierre Lemaitre, je dis, est-ce que ça parle de ça, ton histoire? Il dit oui, bien sûr. Donc du coup, je trouvais l'inspiration avec ces personnages que j'aime bien, et après l'adaptation était relativement facile, on s'est beaucoup amusé à faire ce film, l'histoire de Pierre était formidable, etc. etc. Demain, je ne vous cache pas, je lis beaucoup de livres, demain je retrouve un sujet qui me plaît comme ça, dans lequel je trouve des sources d'inspiration, je replonge directement. Il est assez, dans le fond, il est assez similaire. Par contre, c'est vrai que le décor est très différent. Mais c'est très rigolo, des films d'époque. C'est filmer une poignée de porte, c'est intéressant, c'est une poignée de porte d'il y a 100 ans. Donc il faut l'inventer, il faut la trouver, etc., etc. Donc à refaire, je le ferai certainement, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé, y compris dans les suites de Pierre Lemaitre, je n'ai pas trouvé cette fameuse source d'inspiration dans la suite de la saga Péricourt qu'il propose. Voilà. Oui, monsieur. Non, j'ai plus de moyens depuis 10 ans grâce au succès des films, donc finalement des choses sont plus faciles à faire. Le plan d'escalier, il y a 20 ans, je ne pouvais pas le faire, c'est trop compliqué. Là c'était facile à faire, j'avais un petit peu de sous. C'est un film qui coûte entre 7 et 8, c'est pas non plus délirant. Mais sur Au revoir, j'avais 15 quand même. Donc, et il fallait cet argent-là pour l'ampleur du film. Et 9 mois étaient déjà dans des propositions esthétiques. Je parle souvent de Terry Gilliam. Regardez Brésil, la proposition c'est une vision crépusculaire, sombre, pessimiste, mais qui raconte avec tellement de générosité, tellement d'inventivité, tellement de maestria. On peut raconter des histoires tragiques en proposant quelque chose avec la caméra, comme on peut le raconter de façon très sommaire, comme Ken Loach, qui ose la simplicité, qui ose la vérité, et qui est tout à fait bouleversant. Il y a Lady Bird, le film de Ken Loach, je vous recommande, fait en supercell, il y a des fleurs dans tous les coins, c'est juste magnifique. Et voilà, donc il y a plusieurs propositions, plusieurs façons de faire. Donc là, j'ai un peu plus de sous, plus de temps, et puis il y a une jubilation avec la caméra que je ne nie pas et que j'assume. Mais c'est pas exclu qu'un jour je fasse un truc avec l'iPhone, par les temps qui courent. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est bon. Une dame en haut à gauche. Ah, vas-y, madame. C'est pas moi qui ai écrit ce journal intime, mais en tant que fils de médecin, j'ai beaucoup de lettres très gentilles de mon père que j'ai jamais réussi à déchiffrer. Quand j'étais bon, je recevais ça et je comprenais, et 3 mois après, c'était bon anniversaire. Donc cette chose-là existe, un clin d'œil sur un protocole social des médecins qui écrivent très vite. Et c'est pas moi qui ai écrit, par contre, c'est tout un travail de la déco qui ont proposé des choses soit totalement lisibles, soit un peu lisibles. Donc ils ont trouvé le juste milieu, me semble-t-il, là, quelque chose qu'on devine, mais que sa femme comprend, mais pas lui. Voilà, donc j'ai été très bien encouragé là aussi en termes d'équipe de décoration. Voilà. Alors Enfermé dehors, c'était déjà il y a 15 ans. C'était un film qui se voulait un cartoon social, référence à Chaplin, Keaton. Je ne trouve pas avoir vraiment réussi ce film-là, mais en tout cas on a beaucoup travaillé comme des pros, presque trop, ça a un peu gâché le plaisir de ce projet. Mais c'était encore une fois les mêmes thèmes, hein. On retrouve l'enfant, la maman qui est à l'écart et un marginal, puisque c'est un SDF qui se trouve en uniforme de policier. Mais il y avait un désir un peu trop enthousiaste sur le projet. Et je pense avoir raté un peu le sujet de fond. Voilà. Pardon ? Ah bon, c'est vous qui avez aimé, hein. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Et une dernière question, hop, voilà. Monsieur ? Revenir sur scène, alors pour les plus jeunes, il y a 30 ans, j'ai fait des sketchs. C'est la seule porte qui s'est ouverte quand on m'a proposé de faire un petit sketch dans une émission de télé. Je vivais dans 10 mètres carrés et me donnait vraiment ce qu'est devenu mes grandes ambitions. Et tous mes héros, bizarrement, Woody Allen, Terry Gilliam, Tati, sont tous des gens, les Monty Python, Chaplin, sont des gens qui ont passé par le musical. Donc j'ai pas vu d'obstacle particulier à ça, mais je voulais vraiment faire du cinéma. Et donc le spectacle, ça a duré 18 mois. Il y avait pas mal de sous du spectacle. Je me suis payé un court-métrage qui est sur YouTube, qui s'appelle Désiré, que je ne recommande pas aux mamans, un peu effrayant, qui est déjà un hommage à Brésil, avec beaucoup d'argent par rapport à tous mes iconocroques gagnés sur scène. Mais je voulais vraiment faire des films. Je trouve le discours plus complet, et puis j'étais un spectateur de cinéma beaucoup plus qu'un spectateur de musical. Moi je voyage beaucoup au cinéma, au théâtre je voyage pas beaucoup. Voilà, c'est tout. Donc j'espère continuer à faire des films. Mais quand je serai mort, je ferai une tournée dans les cimetières, c'est promis. Ça sera super, je passerai sur les tombes. Mon fils, il n'y a pas longtemps, il l'a vu, il m'a dit
Alors c'est toi, mais avec le visage tout lisse, c'est pour vous dire. Pour vous dire que le temps il est passé quand même. Et une dernière question, avant que je revienne à la civilisation. Là-bas, monsieur. Oui. Alors, les violences policières, la grande tragédie de l'histoire, c'est qu'elles se répètent. Donc, peu de temps avant ma naissance, mon père m'avait dit qu'il y avait des manifs terribles à Paris, à Charonne, il y avait 60 morts. Quand j'étais étudiant, il y a un gamin qui s'appelle Malik Oussekine qui était mort dans une manif. Et il se passe ça, mais j'ai pas prévu. C'est écrit il y a 2 ans, ce film, bien avant les Gilets jaunes, y compris les flashballs. Quand j'ai vu que ça se passait en pour de vrai, j'ai cru que la préfecture avait copié mon scénario. C'est pour vous dire, voilà, je commente le monde que je traverse. J'en pointe les déviances en essayant d'être distractif et plutôt rigolo, mais il n'y a pas de dénonciation policière particulière, je ne fais pas un film là-dessus, mais vraiment pas. J'ai aucune excuse par rapport à ça, encore une fois, je sors d'une niche bénigne et protégée. Par contre, je vois bien que le monde ne marche pas forcément très rond, donc je raconte ça. Mais par contre, il y a une redondance. Bernie finit pareil, et puis je ne sais plus dans quel film, il y avait justement Femme dehors, où c'était un policier, mais il n'y a pas de pointage. La police, ça représente une institution qui peut être sourde et aveugle, qui parfois peut être très courageuse et généreuse. Voilà, c'est plein de choses. Donc ça tombe mal, parce qu'il se passe ce qui se passe dans le monde entier, mais c'est pas une intention de ma part dès le départ, vraiment pas. Voilà. Et je dis pas ça parce que je sais qu'il y a des policiers dans la salle, même si je suis un peu lâche. Voilà. Bon, là, je vais m'enfuir justement, une dernière question, oui. Alors Terry ne peut pas le voir pour cause de Covid, et on est en train de mettre au point un lien crypté pour lui envoyer chez lui pour qu'il puisse le voir, et j'attends son... Et quand il a vu le scénario, je me répète peut-être, il avait dit ton histoire est aussi improbable que la réalité, donc elle m'intéresse. Là, il a vu la bande-annonce, il m'a dit mais est-ce que je suis encore dans le film? Et il faut vous dire la qualité et l'élégance de ce grand metteur en scène. Quand il a vu Revoir là-haut, il m'a dit j'ai reçu un mail en disant dis-moi juste comment faire des films. Voilà, donc c'est le plus bel hommage que j'ai pu recevoir sur mes invitations filmiques. Voilà, là-dessus je vais revenir vers la capitale. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir.